Les règles du jeu sont très simples. Vous avez devant vous une belle assemblée de chefs d'entreprise. Il a fallu un petit peu pousser les murs. Celui du milieu, on ne pouvait pas le pousser parce que c'est un mur porteur, donc on prenait des risques. Les règles sont très simples. On a une petite heure à passer ensemble. Je vous laisse le soin d'introduire le sujet comme vous le voulez pendant 30 minutes, 20-30 minutes. Et puis après, nous passerons aux questions-réponses avec la salle. Voilà, allons-y. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de cet échange. Je vais être très direct pour rattraper le temps et je vous prie de m'excuser pour ce retard dû à quelques aléas qui m'étaient extérieurs et peut-être essayer de dire comment je vois les choses pour les PME. En tant que ministre, j'ai eu à connaître pendant 2 années les problématiques qui sont les vôtres et je sais combien à la fois toutes les transformations de l'économie, qu'il s'agisse de la transition numérique, environnementale, de la création d'emplois, de la formation et du sujet des compétences sont au cœur de votre quotidien, parce qu'on parle en effet du cœur de la vie des entreprises dans lesquelles nos concitoyens ont le plus confiance et des entreprises dans lesquelles se font 80% des créations d'emplois. Alors, quels sont, à mes yeux, les objectifs que nous devons nous fixer lorsqu'on parle des PME et lorsqu'on cherche justement à définir le bon cadre, la bonne action de politique publique? D'abord, à mes yeux, c'est de définir un cadre réglementaire favorable. C'est le premier point, à travers les normes sectorielles, le social et le fiscal. Donner de la visibilité, de la stabilité, de la simplicité, c'est ce qui permet aux entrepreneurs d'entreprendre. Et somme toute, c'est le cœur de ce que vous demandez et de ce qu'on attend de vous. Alors, à ce titre, dans le projet que je porte, il y a d'abord la volonté de faciliter la vie des PME avec, justement, ce qu'on a appelé le droit à l'erreur. C'est-à-dire la transformation à laquelle, pour ma part, je crois beaucoup, de l'administration, en ce qu'elle n'a pas vocation, la première fois qu'elle contrôle un chef d'entreprise, comme un particulier d'ailleurs, à sanctionner, à l'exception évidemment de la mauvaise foi ou du risque de nature pénale, mais elle a vocation à accompagner. Cette organisation de l'administration, on la trouve dans beaucoup d'autres pays voisins. Je pense par exemple à la Grande-Bretagne. C'est une vraie transformation organisationnelle, philosophique, mais de laquelle j'attends beaucoup. Et j'y mettrai pour ma part beaucoup d'attention, parce que je pense que transformer une administration qui est systématiquement une administration de contrôle en une administration de conseil, c'est quelque chose qui a été commencé de manière extrêmement marginale dans une partie de l'administration française, mais qui correspond pour moi à cet esprit de simplification nécessaire aux PME. Deuxième chose, on généralisera donc le test PME qui a été commencé, qui nous a d'ailleurs permis, lorsque j'étais ministre, de simplifier certains dispositifs qui, à juste titre, avaient fait réagir, comme le droit à l'information préalable pour, je crois, le ramener dans un niveau de complexité soutenable. Ensuite, je souhaite qu'on puisse avoir une administration qui facilite la compréhension des règles, avec, comme vous le proposez, d'ailleurs je l'ai vu également, un référent par ministère pour les PME, avec également une administration qui facilite cette compréhension par un site internet qui expliquera aux PME quelles sont les obligations légales et conventionnelles à respecter. Ensuite, donner justement un environnement stable, clair, c'est aussi simplifier le droit du travail. Alors c'est une bataille qu'on mène depuis plusieurs années, si ce n'est plusieurs décennies en France. Les 10 dernières années, nous avons eu 50 modifications du Code du travail. C'est donc que nous avons un problème, parce que cette chirurgie réparatrice à multiples usages n'a pas permis de totalement changer votre quotidien. Et donc, ce que je propose, c'est de faire une réforme très profonde de simplification qui consiste à laisser au niveau de la loi les grands principes, qui, eux, sont intangibles, et de renvoyer la norme à l'accord majoritaire d'entreprise ou, à défaut, l'accord majoritaire de branche. Là-dessus, selon la taille des entreprises et les secteurs, je sais très bien que les attentes peuvent être différentes. Plusieurs d'entre vous préfèrent l'accord d'entreprise. Certains considèrent que l'accord d'entreprise est une contrainte et que l'accord de branche est préférable. Les deux seront possibles, mais je veux que l'accord majoritaire d'entreprise puisse fixer une référence. Je vous rassure, je ne proposerai pas le mandatement, je ne proposerai pas la contrainte, mais plutôt, lorsqu'il n'y a pas d'accord d'entreprise, que l'accord de branche puisse fixer des accords types que les entreprises puissent à ce moment-là récupérer.
Pour éviter tout blocage, je souhaite que l'accord d'entreprise puisse résulter soit d'un accord majoritaire avec les syndicats, soit, sur la base d'un accord majoritaire, d'un référendum qui serait à l'initiative des syndicats minoritaires, des syndicats qui ont signé l'accord, ou du chef d'entreprise. Et j'assume cette ouverture, qui n'est pas, je le sais, consensuelle pour toutes les organisations. C'est celle que j'avais retenue pour la réforme de travail du dimanche et qui me semble de nature à débloquer les situations lorsque le dialogue social au sein de l'entreprise ne permet pas d'y arriver. C'est cette transformation vraiment des équilibres qui permet de créer une vraie république contractuelle dans laquelle je crois. C'est-à-dire, ce n'est pas la loi qui va définir les règles pour tous les secteurs et toutes les entreprises, mais ce sont les dynamiques de l'entreprise ou du secteur qui vont permettre de définir les bons accords. C'est comme cela qu'on arrivera, par exemple, sur le sujet des seuils, dont on attend beaucoup, eh bien, à définir quels sont les seuils pertinents pour l'entreprise ou la branche. Or, les discussions ne sont pas les mêmes selon qu'on est dans la banque ou dans le BTP. On le sait très bien. Je n'ai jamais vu une entreprise du secteur bancaire me dire que le seuil de 50 était un problème. J'ai vu beaucoup d'entreprises de l'hôtellerie, café, restaurant ou du BTP me dire que c'en était un. Et donc les négociations ne donneront pas les mêmes résultats. C'est justement cette plasticité, cette souplesse que nous donnons. La même chose pour le temps de travail. Pourquoi je ne propose pas de supprimer le temps de travail par la loi? Parce que je pense que c'est une bataille d'arrière-garde, comme c'était une erreur pour tous les secteurs, toutes les entreprises, d'imposer les 35 heures. Dans l'automobile, dans des entreprises de taille moyenne intermédiaire du secteur automobile où on est posté, les 35 heures fonctionnent très bien. Dans des tas d'autres secteurs, qu'ils soient publics ou privés, il n'y a même pas besoin de parler des PME, l'hôpital suffit à le prouver. Les 35 heures ne fonctionnent pas, et donc il faut qu'il y ait la possibilité de négocier des dérogations par un accord d'entreprise ou de branche. C'est la philosophie de ce que je porte, qui est aussi une vraie façon de donner toute sa place au dialogue social. On portera en même temps dans la loi des éléments de vraie simplification administrative, et en particulier, ce à quoi je m'engage, c'est que dans toutes les entreprises sera créée, là, quelles que soient les négociations sur le seuil et le niveau des seuils que je viens d'évoquer, une instance unique de représentation qui représentera l'ensemble des attributions des CE, délégués du personnel et CHSCT. Ça, c'est une simplification à laquelle je crois beaucoup. Pourquoi ? Parce que le dialogue social a besoin de moins de formalisme, moins de complexité et de plus de vitalité au quotidien. Cette instance unique, elle n'enlèvera rien de la réalité du dialogue social, de la capacité à défendre les justes droits de tous les acteurs dans l'entreprise, mais elle enlève des lourdeurs et du formalisme dont je crois tout le monde aujourd'hui pâtit. Parallèlement, une démarche volontariste sera engagée pour réduire fortement le nombre de branches, et là c'est une nécessité, et j'attends beaucoup des organisations patronales. Je sais le rythme qu'il faut, je sais bien toutes les préventions, mais on ne peut pas se dire qu'il faut aller très vite sur des sujets de simplification, et je suis prêt à les porter, et en même temps dire que ça va prendre 10 ou 15 ans de réduire de quelques dizaines le nombre de branches, surtout celles qui ne vivent pas, ou qui n'ont pas une réalité de dialogue social. Ensuite, simplifier les choses, c'est apporter aussi les bonnes protections, et je pense en particulier les protections à l'égard des chefs d'entreprise. J'ai eu l'honneur comme ministre de porter un texte de loi qui a protégé les chefs d'entreprise sur leur résidence principale. J'ai eu d'ailleurs l'honneur en tant que ministre de subir des polémiques que je considère injustes lorsque je me suis permis de dire que les chefs d'entreprise, en particulier de petites entreprises, avaient parfois une vie plus complexe que les salariés, parce qu'ils n'ont pas le même rapport au risque, parce que chaque matin, ils sont menacés de tout perdre, et donc des premières protections ont été apportées. C'est aussi pour cela que je souhaite revoir en profondeur le RSI. Quand je dis le revoir en profondeur, je vais être très clair et explicite avec vous. Je pense que le RSI, et c'est un sujet qui n'est pas un sujet de droit de niveau de cotisation, mais qui est un sujet de système d'information et de back-office. Le RSI gère trop peu de monde pour bien les gérer. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On a des délais d'attente, des conditions de recouvrement, des modalités administratives qui sont défaillantes par rapport au régime général. Mais je ne propose pas, en disant je supprime le RSI, de remettre tout le monde aux mêmes conditions que le régime général. Je propose de maintenir les allègements de charges qui existent aujourd'hui et qui sont spécifiques aux indépendants, simplement avec un autre système d'information et une autre organisation pour les mutualiser avec le régime général. Et je vais revenir par ailleurs sur les autres éléments d'amélioration. Et donc, un guichet dédié aux indépendants sera préservé, qui permettra de conserver les spécificités attachées au statut, mais au sein d'un régime qui gère mieux, plus vite, et avec les mêmes qualités de prestations que pour l'ensemble de la population française.
C'est aussi pour protéger les chefs d'entreprise que je crois à l'extension des modalités de l'indemnisation au chômage. Je m'explique. Il n'est pas normal aujourd'hui que les salariés soient protégés contre le risque chômage et que les artisans, les commerçants, les entrepreneurs, les agriculteurs ne le soient pas. Parce que ça n'est plus un risque individuel sur lequel on se couvre en cotisant. C'est devenu un risque social comme la maladie. Et c'est la même mutation qu'on a faite pendant 20 ans sur la maladie que je propose sur le chômage, mais avec un système de droits et devoirs sur lequel on pourra revenir dans la discussion et qui permet d'équilibrer le système et donc un changement de philosophie profond. Enfin, le bon cadre macroéconomique pour les entrepreneurs, c'est un cadre de visibilité. Moi, j'y suis très attaché. Il y a tous ces éléments de simplification, mais la visibilité est fondamentale si on veut pouvoir entreprendre dans de bonnes conditions. À deux égards, la visibilité sur le plan social, c'est la réforme des prud'hommes. En tant que ministre, j'ai porté une première réforme pour accélérer les délais, mettre en place des référentiels. J'ai échoué à mettre en place un plafond, rappelez-vous peut-être. Il a été voté à l'été 2015. Il a été malheureusement censuré par le Conseil constitutionnel parce qu'il était différencié selon la taille des entreprises. Je rappelle qu'à l'époque, il n'avait pas fait l'objet d'un seul jour de manifestation par qui que ce soit. Si certains pouvaient prétendre que c'est un sujet absolument inflammable, je ne le crois pas quand on l'explique, quand on sait le porter. Et donc, je crois à l'idée d'un plancher pour les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, hors cas de discrimination et de harcèlement qui, eux, sont particulièrement graves. Mais pour tout le reste, il faut donner une visibilité. Elle est bonne pour l'employeur et pour le salarié. Pour l'employeur, parce qu'on a tous rencontré, et vous l'avez sans doute vous-même vécu, des employeurs, des patrons qui considèrent que voilà, face à un tel risque, eh bien, ils n'embauchent pas ou n'osent plus embaucher, parce que c'est du temps, parce que c'est parfois des traumatismes, c'est de l'incertitude en termes de dommages et intérêts. Et combien de salariés ont pensé pendant des mois, voire des semestres, qu'ils allaient toucher les dommages et intérêts gagnés en première instance pour se retrouver ensuite en appel ou en cassation, ramenés à des montants qui n'étaient pas les mêmes. La visibilité, c'est aussi celle qu'on doit sur le plan de la fiscalité. Et à ce titre, ce que je porte dans mon projet, c'est la volonté par loi organique de réformer, je dirais, notre propre chorégraphie collective sur le plan fiscal. Quand un impôt a été modifié, il ne sera plus modifié pour le reste du quinquennat. Et c'est pour ça que la trajectoire fiscalo-budgétaire que je souhaite porter, elle sera votée en début de quinquennat, avec les ajustements pour les dépenses année après année. Mais je ne souhaite pas qu'on modifie plusieurs fois durant un mandat un même impôt, parce que c'est une source de déséquilibre, de changement et d'instabilité. Ensuite, le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est le cadre en faveur de l'investissement et de l'emploi. Là, je viens de rappeler tout ce qui relève du cadre réglementaire, des éléments de simplicité indispensables à l'entreprise. Il y a ensuite notre politique de compétitivité et d'emploi pour nos entreprises, que je souhaite poursuivre et intensifier. La politique de compétitivité, c'est ce qui permet d'améliorer les marges des entreprises et des entrepreneurs, et c'est ce qui permet de gagner la bataille dans une économie de l'innovation et des compétences où nous devons tous collectivement avancer. Et donc, comment on fait pour que nos entreprises puissent investir et embaucher? C'est la mère des batailles aujourd'hui, macroéconomiquement, à la fois pour lutter contre le chômage en France et pour gagner la bataille économique à l'international. Pour ce faire, on a besoin de continuer et de clarifier la baisse des charges et donc la baisse du coût du travail. C'est pour cela que je transforme le CICE en allègement de charges pérennes pour toutes les entreprises. Quand je dis toutes les entreprises, c'est quels que soient les statuts, quels que soient les régimes, quel que soit justement l'encadrement réglementaire. Ce seront 6 points de moins de charges immédiatement, votés donc pour 2018, ce qui fait que l'année 2018, on aura macroéconomiquement à la fois la fin du CICE et l'allègement de charges pour toutes les entreprises, ce qui est un choc macroéconomique conséquent, puisque c'est l'injection de 20 milliards d'euros dans l'économie, et en particulier chez les entreprises. On cumule les deux. Et donc c'est une année qui d'ailleurs se négocie avec Bruxelles. J'ai commencé à en parler à mes interlocuteurs. C'est important pour vous de le comprendre, c'est que je ne propose pas une année blanche pour les entreprises, mais il y a bien une année 2018 où on touche ce qui est dû au titre du CICE avec le décalage lié à l'IS, et en même temps où on a l'injection dans les marges de la baisse de charge des 6 points. Et je pense que c'est très important parce que c'est un élément de relance par les marges des entreprises, c'est un vrai élément de respiration auquel je crois beaucoup.
Et ces 6 points d'allègement de charges, c'est de la stabilité, de la visibilité pour toutes les entreprises. Il n'y a plus à se poser la question de savoir s'il faut être à l'IS pour bénéficier de l'allègement de charges. Ça, c'est terminé. Ça vaut pour les indépendants et pour toutes les catégories, évidemment, d'entreprises. En plus de ça, je souhaite, et là, ce n'est pas une mesure de compétitivité, mais d'emploi, améliorer justement les allègements de charges existants pour les bas salaires. Autant être clair, ce n'est pas un élément de compétitivité. Je ne cherche pas là à vous dire cela, mais on sait que les charges résiduelles au niveau des bas salaires, c'est un frein à l'embauche. Parce que les plus jeunes ou les moins qualifiés, malgré les allègements existants depuis 15 ans, sont encore trop chers pour les employeurs au niveau du SMIC. Et donc, au-delà de ces 6 points d'allègement de charges qui remplacent le CICE jusqu'à 2,5 SMIC, j'enlève 4 points d'allègement de charges générales au niveau du SMIC et jusqu'à 1,4 SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de charges générales au niveau du SMIC, ce qui est pour moi un élément, une politique d'emploi et de redémarrage qui est extrêmement important. En plus de cela, ce que je propose, c'est d'avoir une politique d'incitation au retour à l'emploi et d'encouragement à l'emploi pour toutes et tous. C'est la réforme de la prime d'activité que nous portons, qui aujourd'hui, dans sa structure, est très désincitative au retour à l'emploi, ce qui fait qu'on lisse la courbe. On pourra y revenir si vous le souhaitez dans le détail, dans la discussion. Mais cette réforme de la prime d'activité fait que toute personne qui reprend un emploi à temps partiel puis à temps complet au SMIC et un peu plus du SMIC, eh bien, est beaucoup plus incitée qu'aujourd'hui et ne perd pas ses droits. Donc, une courbe qui est beaucoup plus incitative. Et à cela, j'ajoute la transformation des modalités du financement de la maladie et du chômage qui sont portés dans mon projet, c'est-à-dire la suppression de 3,1 points de charge salariale, remplacée par 1,7 points donc, de CSG général, hors chômeurs et retraités modestes, ce qui fait pour l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut là aussi, une augmentation de pouvoir d'achat qui n'est pas négligeable et sur laquelle on pourra revenir là aussi si vous le souhaitez. Enfin, avoir une politique justement en termes d'impôts et de charges favorables à l'innovation et à l'embauche suppose de modifier l'impôt sur les sociétés. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, on a un impôt sur les sociétés qui est trop décalé par rapport à la moyenne européenne, qui est un problème à la fois d'attractivité et un problème pour les acteurs économiques qui ne bénéficient pas, en tout cas moins que d'autres, des niches existantes. Notre impôt sur les sociétés, il est très bon pour les entreprises qui ont du crédit impôt recherche massivement ou qui peuvent déduire les charges financières. Ce qui fait qu'on a des grands groupes qui se retrouvent avec des taux réels d'impôt sur les sociétés qui peuvent être très bas, voire nuls. Une entreprise dont la structure capitalistique est classique, qui opère surtout en France, qui ne peut pas déduire des charges financières massivement, qui peut avoir recours au crédit impôt recherche, mais de manière relative, elle a un taux d'impôt sur les sociétés qui n'est pas compétitif par rapport à ses grands concurrents européens. Et donc, ce à quoi je m'engage sur le quinquennat, c'est de ramener l'impôt sur les sociétés à 25%, qui est le taux moyen en Europe, tout en conservant le taux réduit à 15% pour les PME. Enfin, sur la fiscalité du capital, qui est important pour les PME et en particulier les entrepreneurs, et pour développer justement l'écosystème de croissance et entrepreneuriale nécessaire à notre économie. Plusieurs réformes sont proposées dans le projet que je porte. D'abord, une réforme de l'ISF. Aujourd'hui, l'ISF a un problème, je l'ai dit quand j'étais ministre, et donc par cohérence, je propose la même chose que ce que j'ai dit. C'est beaucoup mieux, parce que parfois on peut décider, une fois qu'on n'est plus aux manettes, des choses qu'on n'a pas soi-même soutenues. Je n'ai pas réussi à le porter quand j'étais ministre, même si j'ai réussi une réforme des BSPCE et des actions de performance qui me paraît être solide. Eh bien, sur l'ISF, ce qui est dans mon projet, c'est de sortir la totalité de ce qui finance l'économie dans l'assiette actuelle de l'ISF. Aujourd'hui, dans l'ISF, vous avez les parts d'entreprise, les détentions de capitaux, les titres comme le numéraire, enfin le monétaire. Tous ces éléments-là seront sortis de l'assiette de l'ISF. Ne reste dans l'assiette de l'ISF que les détentions immobilières, et je le maintiendrai sans changer les taux, les règles de plafonnement ou les règles d'abattement existantes. Ce qui est évidemment un allègement substantiel de celui-ci, mais ce qui fait qu'on ne taxera plus par l'ISF le financement de l'économie. On ne taxera plus par l'ISF un entrepreneur qui vend son entreprise et décide de réinvestir dans notre économie. On ne taxera plus par l'ISF
des familles qui ont hérité en 2e ou 3e génération d'une entreprise, qui ne l'ont pas comme outil de travail, mais qui ont parfois des titres de l'entreprise en minoritaire ou très minoritaire. Parce que ce sont des éléments qui fragilisent le financement de notre économie, la stabilité de nos PME et de nos ETI, et ce qui, derrière, est un vrai frein à la croissance de nos PME. De la même façon, dans mon projet, je porte une réforme de la fiscalité du capital. Et là, pour simplifier les choses, je propose une flat tax à 30% social inclus sur la fiscalité de tous les flux de capitaux. Ce qui est plus compétitif que ce qui existait avant les réformes de 2012, où je vous rappelle, vous aviez à l'époque un prélèvement libératoire auquel il fallait ajouter 15,5% de social. La flat tax à 30% comprend l'intégralité du fiscal et du social. Je pense que c'est un élément à la fois de simplification, de lisibilité et de grande compétitivité à l'égard de nos voisins. Au-delà de ces éléments de fiscalité et de social, réussir la bataille pour justement l'investissement et l'emploi suppose de prendre le tournant du numérique et de la formation. Sur le numérique, j'attends beaucoup des PME qui ont cette bataille à mener. En tant que ministre, une des dernières décisions que j'ai prises était d'accompagner les PME justement dans la transformation numérique. Sur le plan fiscal, avec justement les éléments de suramortissement, qui ne concernent pas que le numérique, mais qui étaient importants pour celui-ci, je souhaite maintenir le suramortissement fiscal, qui est un élément important de la modernisation et de la numérisation des entreprises. Mais au-delà de ça, nous avons mis en place, quand j'étais ministre, et je le maintiendrai, des éléments d'accompagnement des PME pour leur numérisation. Les PME françaises sont moins numérisées que beaucoup de leurs voisins, ce qui commence à être une faiblesse et le sera de manière croissante. Et là-dessus, j'attends aussi beaucoup de vous. Pour gagner la bataille des talents et des compétences, il y a toute la réforme de la formation professionnelle qui est dans le projet que je porte, sur laquelle on pourra revenir si vous le souhaitez, parce que je ne veux pas être trop long et ne pas tarder à conclure. Mais au-delà de cela, il y a aussi la bataille de l'apprentissage. J'ai lu en détail votre projet, nous en avons longuement parlé, qu'il nous faut gagner. Aujourd'hui, nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas bons parce que sur l'apprentissage, les dispositifs ont beaucoup trop varié, parce que des économies budgétaires à mauvais escient ont été faites qui ont changé l'organisation. Et donc sur l'apprentissage, en 2 mots, pour vous aider à gagner cette bataille, à nous faire gagner cette bataille, ce que je propose dans mon projet est simple. D'abord, c'est permettre que chaque lycée professionnel puisse avoir une filière par matière en alternance. L'alternance ou l'apprentissage ne doit pas être réservé à certains métiers. Ce qui est la clé de la réussite du modèle allemand, c'est que pour les métiers peu qualifiés, moyennement qualifiés, très qualifiés, on a mis en place de l'alternance et de l'apprentissage. Donc on doit la mettre dans tous les niveaux de qualification et je souhaite que dans nos lycées professionnels, on ait justement toute cette palette qui aujourd'hui n'existe pas suffisamment. Ensuite, je souhaite que le poids des branches soit renforcé dans la définition des formations et des modalités et des conditions de travail. Je sais que vous l'avez beaucoup porté, je l'ai constaté. Il faut désenclaver l'alternance et l'apprentissage de l'éducation nationale. Je l'ai dit, c'est écrit dans mon projet, parce qu'aujourd'hui, à la fois les modalités d'enseignement, l'organisation du temps de travail, la nature des enseignements eux-mêmes ne correspond plus à ce qui est attendu par les employeurs, portent des contraintes qui ne sont pas compatibles avec la vie des entreprises comme de l'ensemble des salariés. Et on se retrouve dans des situations ubuesques que vous connaissez infiniment mieux que moi, où on a des jeunes en BTP qui, compte tenu des limitations horaires qui sont les leurs, se mettent à attendre pendant des heures dans le camion, que les salariés qui de toute façon doivent les raccompagner chez eux parce qu'ils n'ont pas le permis, aient fini leur travail sur le chantier. On pourrait les égrener, ça doit cesser. On le cesse en définissant justement ces modalités de travail, cette organisation de travail, non pas dans un bureau à Paris, mais en lien avec les professionnels qui recrutent, in fine, ces jeunes qui sont en alternance ou en apprentissage. Ensuite, je souhaite étendre la mesure d'allègement de cotisation qui a été prise jusqu'à 18 ans, jusqu'à 25 ans, parce que beaucoup de jeunes qui sont en alternance ou en apprentissage ne s'arrêtent pas à 18 ans, parfois même beaucoup commencent après. Au-delà de cela, j'attends aussi beaucoup de vous sur le sujet de la lutte contre les discriminations. Je le dis parce que nous avons collectivement un problème sur ce sujet, qu'il s'agisse de la discrimination homme-femme ou des discriminations à l'égard de certaines minorités. J'en ai fait une priorité là aussi de mon action. Je pense que c'est une injustice sociale qui existe aujourd'hui dans notre pays et qui demeure, et c'est une inefficacité collective prodigieuse. Et donc qu'il s'agisse des discriminations salariales ou des discriminations à l'embauche, je poursuivrai une politique là aussi que j'avais lancée comme ministre de testing,
avec la volonté justement d'aller au bout de l'éradication de ces pratiques lorsqu'elles sont généralisées dans certaines entreprises. Enfin, tout dernier point, pour conclure, pour que vous réussissiez, pour que nous réussissions, on a besoin d'avoir le bon environnement macroéconomique. J'ai parlé de l'environnement réglementaire et des simplifications. Je viens de parler de la bataille pour l'investissement et l'emploi à travers le fiscal et le social. Il y a enfin l'environnement macroéconomique. Parce qu'à la fin, vous réussirez s'il y a la croissance et le contexte qui fait que vos clients vous passeront des commandes et que votre carnet de commandes, justement, continuera à s'emplir. Le dilemme dans lequel nous nous sommes pris, c'est que la France seule ne peut pas avoir une politique de relance. Moi, je ne vais pas vous vendre que je vais faire une politique de relance formidablement nationale et nationaliste. Ça n'aurait aucun sens. Ce que je propose, c'est de redonner de la crédibilité à la politique macroéconomique française pour relancer le couple franco-allemand et avec lui une vraie dynamique européenne qui est la clé du bon environnement macroéconomique pour vous. La priorité, c'est que la France retrouve sa crédibilité. Ce sont les réformes que je propose sur le droit du travail, celles que je viens de vous énoncer, sur la formation professionnelle, l'éducation, c'est-à-dire faire ce qui est attendu de nous par les Allemands depuis 2003. Nous ne l'avons pas fait. C'est le préalable. Sans cela, on n'arrivera pas à convaincre les Allemands de changer la donne sur le plan européen. Deuxième étape, c'est d'avoir un New Deal franco-allemand. Je pense qu'il est faisable. Il est faisable justement autour des élections allemandes qui se joueront en octobre 2017, qui sera un New Deal autour de la relance européenne et de l'investissement en Europe. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons un environnement européen qui n'est pas porteur de croissance. Et la France seule ne peut pas le changer. Et donc c'est pour cela, afin d'être crédible vis-à-vis des Allemands, que je propose ces réformes structurelles ambitieuses dès le début, mais également une trajectoire financière qui me paraît de nature à gagner leur confiance. La première chose, c'est de respecter nos engagements européens et donc une limitation à 3% de nos déficits publics. Je ne crois pas qu'une politique économique qui repose sur le non-respect de nos engagements européens soit de nature à traiter nos problèmes. Et donc là-dessus, c'est un de mes vrais désaccords, je crois, avec l'ensemble de mes compétiteurs dans cette campagne électorale, puisque tous, pour des modalités différentes, proposent eh bien, de ne pas respecter, parfois tout au long de la période, au moins en début de période, la règle des 3%. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Et je pense que les allègements fiscaux qu'on ferait, qui nous conduiraient à ne pas respecter les 3%, même pour 1 ou 2 ans, ne sont pas de nature à régler nos problèmes. D'abord parce que les allègements fiscaux qui ne sont pas gagés sur des vraies économies, plus personne n'y croit. On l'a déjà testé par le passé, que ce soit de droite ou de gauche. Ensuite, ne pas respecter nos engagements vis-à-vis de nos partenaires allemands, c'est la précondition pour qu'ils ne bougent pas et n'acceptent pas un changement. Et donc la trajectoire qui est la mienne respecte toujours les 3%. Elle consiste donc à avoir une trajectoire quinquennale cohérente, à avoir 60 milliards d'économies sur le quinquennat et en même temps, financer par ces économies des allègements d'impôts que je viens d'évoquer pour les entreprises et les ménages et en même temps un plan d'investissement pour relancer l'économie dans les domaines qui sont clés. Mais un plan d'investissement ne vient pas se substituer à des économies de fonctionnement, puisque un investissement se fait une année et s'efface l'année d'après. C'est la condition pour relancer le couple franco-allemand et une Europe qui à la fois protège mais porte une volonté d'investissement beaucoup plus forte, ce à quoi je crois très profondément, c'est que si nous arrivons à changer les choses dans les 6 premiers mois de la prochaine mandature, nous pouvons avoir une relance européenne, non seulement une relance à 28, demain 27, au niveau du marché unique, et donc avoir une Europe qui protège davantage sur le plan commercial nos PME, qui a une vraie ambition énergétique et numérique, mais surtout une Europe au sein de la zone euro qui, à 19, peut avoir une politique beaucoup plus volontariste en matière d'investissement. Et donc le projet que je porte à ce titre, c'est d'avoir un vrai budget d'investissement de la zone euro avec un vrai exécutif économique de la zone euro, ce qui est la condition pour notre relance commune. Je ne serai pas plus long pour laisser la place aux questions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vous redisant le plaisir que j'ai d'être devant vous. Eh bien, merci, Monsieur le Ministre. Ce que je vous propose, c'est de me rejoindre. Oui. Voilà. Et on va passer maintenant à l'échange avec la salle. Alors, y a-t-il des questions? Je vais tourner mon visage vers la gauche en ce qui me concerne et vers la droite en ce qui vous concerne. Toujours une question de perspective. Exactement. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Jean-Pierre.
Monsieur le ministre, Jean-Pierre Tripet, président du syndicat national des entreprises de sécurité, chef d'entreprise d'une entreprise de sécurité et de protection rapprochée. Il y a de plus en plus de départs à la retraite et de moins en moins d'actifs. Dans ces conditions, comment, comme vous semblez vouloir le faire, maintenir l'âge de départ à la retraite à 62 ans sans en augmenter les cotisations? De la même façon, vous semblez vouloir mettre un système universel d'indemnisation du chômage. Pardon, c'est gênant. Comme vous l'annoncez. Merci de nous en préciser le contenu. Merci beaucoup. Bon, deux vastes questions. Sur la retraite, si on regarde les choses, la viabilité financière du système de retraite français à assez court terme n'est pas mise en péril. Les réformes récentes ont permis, en particulier la réforme de 2013 et celle de 2008-2010, ont permis de viabiliser le système. Et aujourd'hui, on pourrait attendre 2025 pour à nouveau bouger sur l'âge de départ. Pourquoi ? Parce que le cœur du problème lié à la génération du baby-boom est absorbé. Et donc, on retrouve ensuite, à horizon 2030-2035, une vraie viabilité du système, parce que là, on a une démographie qui s'équilibre. Néanmoins, quand on regarde les choses, on a deux problèmes. La confiance dans le système s'est érodée. Et alors même que des réformes de gauche et de droite ont été faites, nos jeunes croient de moins en moins qu'ils auront une retraite par le système actuel. Et notre système aujourd'hui est injuste. Il est injuste et il ne correspond plus au monde dans lequel on vit. Il est injuste, pourquoi ? Parce qu'il est très différent selon les secteurs, vous le savez bien, les 25 meilleures années dans le privé, les 6 derniers mois dans le public. Il varie même selon les secteurs et il ne correspond plus au monde dans lequel on vit parce que nous sommes dans un monde de rupture et de mobilité. Et donc aujourd'hui, je défie qui que ce soit, entrepreneur, cadre, salarié, fonctionnaire, alors qu'il a à construire sa mobilité professionnelle et à vivre des chocs subis ou des mobilités choisies, de reconstituer sa carrière et de savoir où il en est sur ses retraites. C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Il n'y a pas de vraie consolidation parce que le système est absurde. L'INSEE vient de sortir il y a quelques jours un rapport qui a montré d'ailleurs que c'est très erratique, ça dépend de l'âge, de vos parcours, de vos systèmes de primes. Il ne faut pas d'ailleurs penser que le public est avantagé par rapport au privé. Ça dépend même au sein du public à quelle catégorie vous appartenez parce que selon que vous êtes dans des ministères à prime ou hors prime, vous êtes plus ou moins avantagé. Donc, moi je dis, faire une nouvelle réforme paramétrique en bougeant l'âge de la retraite ne réglera rien au sujet. Parce que ça n'est pas la priorité du moment. On peut tout à fait vivre ce quinquennat sans faire cela. Et parce que ça ne règle pas nos vrais problèmes, qui est la défiance et les injustices par rapport au système. Donc moi, ce que je lance, c'est une réforme systémique de notre régime de retraite. Je garde un régime par répartition, qui crée la solidarité entre générations. Et je dis, on doit avoir un système beaucoup plus dynamique et intelligent. Et donc, c'est un système où chaque euro cotisé donne lieu au même droit. Quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit votre catégorie professionnelle et votre statut. Et donc c'est ce qui permet d'ailleurs la mobilité entre les uns et les autres. Chaque euro cotisé donne lieu au même droit. C'est une réforme qui ne se fait pas en un jour. C'est pour ça que je dis, je ne change pas la situation des retraités actuels. Je ne change pas la situation de celles et ceux qui sont à 5 ans de la retraite, mais progressivement, je fais muter tout le monde. Je garde les droits acquis par tout le monde, mais progressivement, je fais rentrer tout le monde dans un système de cotisation et droits équitables, où tout le monde, justement, gagne les mêmes droits en fonction de sa cotisation. Ce qui fait que, si vous voulez surcotiser pour gagner des droits, vous le pouvez. Mais ce n'est pas un avantage lié à votre statut ou votre régime. Vous décidez à ce moment-là de sursouscrire pour gagner plus de droits qui vous donneront la possibilité soit de partir plus tôt, soit d'avoir, justement, une meilleure retraite, puisque vous aurez amélioré votre taux de reversion. Et ensuite, la formule est assez simple dans un système comme celui-ci, qu'on connaît dans les pays scandinaves. C'est que c'est un système qui se pilote seul par rapport à votre objectif. C'est-à-dire qu'on garde un âge légal de référence en dessous duquel les gens n'ont pas le droit de partir, et on calcule le taux de retour de manière transparente en fonction de ce que vous avez cotisé et de l'espérance de vie. Et donc, c'est ce qui permet de piloter le système de manière dynamique. C'est ce qui fait que mécaniquement, quand l'espérance de vie augmente, le système se décale de lui-même. Quel a été le problème qu'on a vécu durant ces 30 dernières années ? On a fait, par des réformes à chaque fois paramétriques, très coûteuses,
extrêmement traumatisante dans l'opinion publique, on a essayé de suivre la déformation de notre espérance de vie et de notre propre démographie. Là, c'est un système, une fois qu'il est en route, qui se déforme tout seul et qui est beaucoup plus intelligent. Et c'est d'ailleurs le système qui permettra de faire vivre de manière intelligente, on n'en a pas encore parlé, je ne l'ai pas évoqué, la pénibilité. Parce que c'est à ce moment-là quelque chose qui vous permet vraiment de l'individualiser, et c'est quelque chose qui vous permet de sortir d'une logique où la loi définit la pénibilité pour tout le monde. Ce que je ne souhaite pas, c'est pour ça que sur ce sujet, puisque ça participe de la réforme des retraites, je suspends aujourd'hui le système en cours pour le renvoyer à une négociation qui doit se faire par branche et à une solution qui au maximum doit permettre d'individualiser la solution. Donc voilà cette réforme. Alors, elle est très compliquée à faire, je ne le sous-estime pas, mais je pense que si on veut vraiment recréer de la confiance dans la société, régler beaucoup de nos problèmes, on doit réussir cette bataille. Et donc, ça veut dire, les premiers mois, avoir une vraie discussion autour des travaux du corps, toutes les branches confondues et toute formation politique confondue autour de la table. Ça veut dire ensuite construire justement un texte législatif qui permettra cette réforme, le faire voter et ensuite progressivement faire monter en charge cette réforme d'ensemble. Sur le corps, un comité d'orientation des retraites. Pardon, le comité d'orientation des retraites qui est aujourd'hui le comité qui fait référence et qui objective justement notre situation financière sur les retraites. Ensuite, sur l'assurance chômage, quel est notre problème ? Aujourd'hui, l'assurance chômage, elle est gérée de manière paritaire, dit-on. Donc, quand vous êtes ministre, Premier ministre, même président de la République, vous pouvez dire « il faut faire ceci ou cela », ça n'est pas vous qui le faites. Moi, je pense que ça n'est plus intelligible pour nos concitoyens. Ils ne peuvent pas s'imaginer une seule seconde que la personne, fortiori qui est président de la République, ce n'est pas lui ou elle qui gère les grands paramètres du chômage, alors que c'est un des principaux sujets. C'est paritaire dans la négociation et la définition des modalités, mais ça ne l'est plus dans la réalité financière. Parce que comme c'est un système qui est, à mes yeux, bancal, avec une garantie derrière, eh bien, ça fait des années que la garantie de l'État est apportée parce que le système n'est pas équilibré. Du coup, il y a plus de 30 milliards de déficits courants cumulés qui ont été pris par ce régime et qui fait que c'est le contribuable qui le paye. Donc, de fait, le financement de l'UNEDIC n'est plus un financement paritaire. C'est un financement qui s'est socialisé par la garantie. Je ne suis pas en train de dire que les partenaires sociaux ne sont pas capables de faire des négociations pertinentes. Quand il n'y a pas de garantie, l'Agirc-Arrco, il y a des solutions pertinentes et d'ailleurs plus courageuses souvent que l'État ne les a prises et plus tôt. Mais l'UNEDIC, c'est un système qui est un système aujourd'hui devenu beaucoup trop, si je puis dire, ambigu, et donc qui ne permet plus d'avancer. Et surtout, le problème du chômage, c'est un problème macroéconomique et d'intérêt général. L'État ne doit pas se défausser sur les partenaires sociaux là-dessus. Donc ce que je dis, c'est soyons cohérents, l'État reprend la main. Mais reprend la main pas pour nationaliser de manière idiote, pour faire avec l'UNEDIC ce qu'on a fait avec l'assurance maladie. C'est-à-dire un système tripartite où les partenaires sociaux sont autour de la table, mais l'État est là, cohérent, assume sa responsabilité et on change les modalités de financement. Changement des modalités de financement, ça veut dire que je ne crois plus que le système du chômage doive être financé par les assurances payées par les salariés. Parce que là aussi, ça n'est pas juste. Ça ne correspond plus à la réalité. C'est devenu un risque social, le chômage. Et donc, c'est beaucoup plus pertinent qu'il soit financé par l'impôt, comme la maladie n'est quasiment plus financée par les cotisations salariales, mais elle s'est financée par l'impôt. D'où ce transfert de 3,1 points de charge salariale vers 1,7 points de CSG. Enfin, quand on dit ça, on élargit la base, puisqu'on dit que c'est un droit qui devient universel, c'est une couverture universelle, qui va toucher une nouvelle personne. Donc au-delà des salariés, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les entrepreneurs, toutes celles et ceux qui n'y avaient pas de droit. Mais la clé derrière, ce qui me permet de réguler le système, c'est que parce que ça n'est plus un système assurantiel où vous avez acquis des droits à toucher la retraite, j'en fais un vrai système de droits et de devoirs et je change à la fois sa philosophie mais ses modes de contrôle. Et donc, une fois que vous tombez au chômage, un bilan de compétences est fait dans les 15 jours, des offres raisonnables d'emploi, moi j'appelle ça l'offre décente d'emploi, vous est proposée, c'est-à-dire à même qualification correspondant à ce que vous avez, salaire de référence jusqu'à moins 25%, et derrière, eh bien, vous avez droit à de refus, mais c'est terminé, sinon vous perdez le système. Et donc on change complètement la logique, on tombe dans une logique là aussi beaucoup plus scandinave de droits et de devoirs, où le système aujourd'hui n'ose pas contrôler celles et ceux qui sont au chômage, parce qu'il dit c'est un droit qu'ils ont acquis parce qu'ils ont cotisé pour pouvoir le toucher,
Donc c'est complètement ambigu, et où on ne contrôle que les diligences faites par le chômeur pour retrouver un emploi, avec un certain formalisme que je pense que vous avez tous connu. Il faut que la feuille soit émargée par celui qui offrait l'emploi pour dire il est bienvenu se présenter, mais l'offre ne correspondait pas à ce qu'il voulait, voilà, merci, au revoir. Ce ne sera plus ça le système. C'est un système où on vous dit, voilà, il y a ces 2 offres qui correspondent à vos qualifications, vous devez en prendre une des 2. Et si vous ne les prenez pas, vous le sortez du système. Donc c'est un système qui est beaucoup moins complaisant avec les situations grises, les optimisations qui existent par certains, et qui est beaucoup plus clair. Donc il est plus juste, il est plus clair, il est plus radical, mais il permet aussi de tuer ce discours lancinant qu'on a sur l'assistanat, auquel je n'ai jamais adhéré. Mais là, il n'y a pas d'assistanat, il y a un système de droits et de devoirs. Très bien. Alors, oula, il y a beaucoup de bras qui se lèvent là. Je vais aller un petit peu plus dans le fond de la salle. Là-bas. Patrick. Merci, bonjour Patrick Renaud, président CPME 77 Seine-et-Marne. Je voulais revenir sur la sous-capitalisation des entreprises qui est essentiellement liée, qui les fragilise, sont liées à la loi de 2003 sur l'initiative économique. Est-ce que dans votre projet économique et de réforme fiscale, vous avez prévu une incitation pour l'entrepreneur pour reconstituer ses fonds propres de manière à ce que son entreprise soit solidifiée dans la durée? Vous savez, moi je pense que les entrepreneurs sont rationnels. Donc ils ont incité les gens à faire des choses intelligentes, c'est toujours du mal. Par contre, il ne faut pas les désinciter à les faire. Donc aujourd'hui, la sous-capitalisation des entreprises françaises, quel est le premier problème? C'est d'abord et avant tout le niveau des marges. Une entreprise qui n'a pas de marge, elle ne peut pas capitaliser. Et donc c'est vrai que post-crise 2011-2013, on a un niveau de marge historiquement bas. C'est pour ça que je pense que la politique de compétitivité était nécessaire. Le CICE puis le pacte de responsabilité ont permis de corriger un peu cela. Quand on regarde macroéconomiquement, on a restauré 2/3 de la perte de marge d'avant-crise. Il faut aller plus loin, d'où les mesures que je propose de transformation du CICE en allègement de charges, parce que là, ça arrive dans la marge, ça permet de recapitaliser, et derrière, d'allègement de charges encore accru. La deuxième chose, si on veut pouvoir recapitaliser, il faut baisser la taxation du résultat. C'est ce que je propose sur l'IS. Donc ça, c'est un élément important. Pour moi, la restauration de la marge des entreprises, la remise de l'IS au niveau moyen européen, c'est macroéconomiquement ce qui est sain pour conduire les uns et les autres à recapitaliser. Ensuite, il y a 2 éléments de fragilité qui existaient jusqu'alors et que je veux régler. Le premier, je l'ai là aussi évoqué, c'est la fiscalité du capital. Ce qui ne marche pas aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas incité dans le système actuel, quand vous êtes un entrepreneur, à recapitaliser votre entreprise, parce que vous allez courir un risque, vous n'avez en effet pas d'avantage fiscal, vous avez plutôt intérêt à prendre l'argent et le mettre dans un contrat d'assurance vie ou un véhicule financier qui est aujourd'hui sous-taxé, et vous n'avez pas intérêt en effet à le recapitaliser de votre entreprise, même si vous voulez le céder à vos enfants, à votre conjoint ou autre, compte tenu des modalités fiscales. C'est pour cela que je veux sortir toute cette assiette de l'ISF, et c'est pour cela que je veux aussi avoir une taxation des flux de capitaux beaucoup plus cohérente. Avec la flat tax à 30%, je ne vous surtaxe pas, là où je vous désincitais jusqu'alors à placer en effet en capital dans votre entreprise, à la recapitaliser ou à la mieux capitaliser, parce qu'aujourd'hui, vous étiez taxé sur les flux financiers que vous pouviez en toucher. Et à ce titre, la taxation des dividendes qui avait été décidée ces dernières années, vous désincitez, je vous le confirme, à réinvestir dans votre entreprise et était, à mon avis, un mauvais élément. Et donc là, la flat tax répond à ce problème. Puis le dernier problème qu'on a en termes de capitalisation des entreprises, ce sont les intermédiaires financiers. Alors ça, c'est une bataille qui n'est pas fiscalo-sociale, qui est réglementaire. C'est que la France est une économie dont le financement est intermédiaire, massivement. Il y a les entrepreneurs, j'y réponds avec la fiscalité du capital et la fiscalité personnelle dans le risque, mais derrière, il y a les intermédiaires financiers. Et c'est vrai que notre économie, à plus de 70%, elle n'est pas financée par le marché. Elle est financée par les banques et les assurances. C'est la tradition française. L'Europe continentale est à peu près tout entière dans cette situation. Or, les régulations post-crise de 2008 ont désincité les banques et les assurances à investir en capital dans nos entreprises. C'est les régulations BAL 2, BAL 3 et Solvency 2. Et là, on a un vrai problème parce qu'on a eu une contraction du capital et du financement du capital de nos entreprises qui, dans la période, aurait pu être fatale et qui reste aujourd'hui. Et donc, par rapport à ces régulations, moi, je considère qu'elles ne sont pas adaptées.
pour le dire de manière très triviale, nous nous sommes fait avoir. Nous nous sommes fait avoir parce que la crise de 2008, elle a été portée plutôt par des acteurs de marché, et la réponse prudentielle, elle a plutôt porté sur des opérateurs, des intermédiaires, qui ne sont pas les opérateurs de marché. Et donc, elle n'a aucune conséquence macroéconomique sur les économies anglo-saxonnes, qui, elles, sont à 75% financées par le marché, et elles touchent beaucoup des économies comme les nôtres, qui n'étaient pour rien dans les origines de la crise. Donc, ce que je souhaite, c'est que les grands ratios de solvabilité, de liquidité et de fonds propres des banques et des assurances puissent être discutés au niveau européen à l'ECOFIN chaque année et qu'on en fixe avec des objectifs de financement économique les grandes règles. Aujourd'hui, ce sont les instances prudentielles qui les règlent. Les instances prudentielles, elles veulent de la prudence, donc elles n'ont qu'un objectif de réduction du risque et donc elles ont désincité les banques et les assurances à financer l'économie. Moi, ce que je veux, c'est que ces acteurs soient incités à refinancer l'économie et les entreprises, à la recapitalisation, et donc qu'il y ait un vrai débat politique et qu'on puisse en définir les bonnes modalités. Voilà l'ensemble de la réponse sur la capitalisation de nos entreprises. Allez, en ligne de mire, là. Henri, on a passé du capital, on va passer au capital humain, j'en suis sûr, avec Henri, artisan. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, je suis artisan électricien dans le Gard et président de la CPME Artisanat dans cette belle maison. Vous avez parlé apprentissage et j'y étais sensible. Effectivement, c'est un encouragement fort en termes de réinsertion quand il s'agit de réinsérer des jeunes, de leur donner le goût et des passions. Pour autant, je voudrais avoir votre position sur la qualification, puisqu'à travers la loi Sapin 2, vous aviez suivi les recommandations de M. Sapin. Enfin, vous étiez plutôt en phase. Et j'avoue avoir du mal à comprendre comment on peut privilégier une non-qualification quand on veut faire un travail de qualité. Et comment on peut induire des jeunes à venir travailler dans nos entreprises avec nous et leur transmettre le savoir-faire si on leur dit que pour exercer un métier, on n'a pas besoin d'être qualifié. Merci. Alors, sur ce sujet des qualifications, j'ai jamais dit les choses comme ça, mais on peut avoir l'esprit de mesure ou de finesse. Je suis un défenseur de l'apprentissage, de l'alternance, et je continuerai à l'être, vous l'avez compris. En même temps, depuis la loi de 95, dite loi Raffarin, on a créé un système, je dis on, l'État, les branches, tout le monde. Hein. C'est pas, personne n'a l'exclusive. On a créé un système qui est très malthusien. C'est-à-dire, on a créé un système où on demande aux gens des qualifications supplémentaires qui ne sont parfois pas justifiées. La loi de 95 disait qu'il fallait des qualifications quand justement la santé, les éléments de qualité étaient en cause. Elle les définit très clairement. Et on a ajouté un millefeuille réglementaire et normatif qui est aujourd'hui excessif. Je n'ai jamais proposé de remettre en place les qualifications pour accéder à un métier de l'artisanat, de l'industrie, du commerce. Par contre, assez légitimement, qu'est-ce que j'ai souhaité faire ? Et on n'a pas été assez loin, hein, reconnaître la valorisation des acquis de l'expérience. On le fait très mal en France, c'est très long. Je vous défie, quand vous êtes un salarié, d'aller vers une vraie VAE. Or, on détruit de l'emploi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai mené cette bataille ? Pas par lubie personnelle, c'est que j'ai regardé qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de jeunes et de moins jeunes. D'abord, vous avez des jeunes qui ne sont pas faits pour l'apprentissage, qui ne sont pas faits pour apprendre, qui n'y arrivent pas. Et pour lesquels c'est plus facile, je l'ai souvent dit, de trouver un client qu'un employeur. Parce qu'ils viennent de quartiers en difficulté, parce que leur prénom ne fait pas envie, parce que les a priori restent colossaux dans notre pays. Donc je vous le dis, la meilleure façon de répondre à ça, hein, c'est d'avoir une vraie politique de lutte contre les discriminations. C'est vous les acteurs. Hein. Moi, je ferai tout pour lutter contre les discriminations, mais on n'est pas bon collectivement. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir. Donc, pour beaucoup d'entre eux, il faut les aider à mettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui, il y a des métiers de service à la personne. On met des niveaux de qualification ou de règles, État, chambre des métiers, branche professionnelle, totalement déraisonnables. Un jeune qui peut faire de la garde à domicile de personnes âgées, service à la personne, il y a une qualification de base. Je n'ai jamais proposé de la remettre en place. Mais nous avons proposé, chambre des métiers et administration, dans de trop nombreuses régions, une condition, c'est qu'il ait un local professionnel pour aller garder des personnes à domicile. C'est la réalité. Donc, il ne peut pas démarrer son activité. Donc, on a des tas de tracasseries. C'est de la dentelle, hein, mais on a des tas de tracasseries qui ont été mises en place pour bloquer l'entrée dans ces professions, il faut bien se le dire, parce que les acteurs en place ne voulaient pas qu'il y ait de nouveaux entrants. Et on a utilisé les qualifications et les règles sur ces sujets pour éviter de manière légitime que les gens ne rentrent. Donc ça, il faut le nettoyer de manière concertée. On n'a pas pu avoir les conditions apaisées pour le faire, mais je souhaite qu'on le fasse sans rien enlever des qualifications. Mais en même temps, c'est une co-responsabilité.
Ensuite, on a un autre problème, c'est qu'il y a toutes celles et ceux qui perdent leur emploi à 40-50 ans et qui ne sont pas aujourd'hui réembauchés dans l'entreprise. Quelqu'un qui est carrossier, qui a 50 ans, qui n'avait pas passé à l'époque son CAP de carrosserie, il ne peut pas monter son entreprise de carrosserie alors même qu'il a fait 30 ou 35 ans de carrosserie dans l'entreprise. Je vous le dis, aujourd'hui, Pôle emploi ne lui finance pas un CAP de carrossier. Ça n'est pas vrai. Et donc, dans le système que je propose de le financer. Mais on peut quand même légitimement se dire, cette personne qui a travaillé 35 ans comme carrossier dans une entreprise, il y a une VAE légitime. Il faut reconnaître les acquis de l'expérience et lui permettre d'avoir un équivalent CAP pour qu'il puisse ouvrir sa propre affaire. Or, aujourd'hui, comment sont gérés les dossiers de VAE? Vous le savez comme moi. Ils sont gérés de manière extrêmement bureaucratique. On demande tombereaux de papier aux gens, ce qui décourage beaucoup, en particulier les plus fragiles, et avec des délais d'attente qui ne correspondent pas à la réalité du retour au travail. Donc voilà, je crois à la qualification, mais je crois aussi que quand on regarde la réalité de notre terrain, il y a des tracasseries aujourd'hui que vivent des femmes et des hommes qui ont envie de s'insérer dans l'emploi, qui sont perdus dans le maquis de nos formations et dans la complexité du système, qu'il faut aider à se réinsérer sans rien enlever aux qualifications. C'est du pragmatisme partagé. Pourquoi ça n'a pas été au bout, cette affaire? Parce qu'il y a eu, comme on sait le faire en France, un débat théorique caricatural pour dire Macron, il veut casser les qualifications et métiers, il méprise les gens qui ont des qualifications et métiers. Je ne dis pas que c'est vous du tout, hein. On sait suffisamment. Non, on s'est suffisamment parlé pour que... c'est pas vous que je pointais. Non, j'y crois. Mais en même temps, je pense qu'il faut des souplesses, comme vous les demandez dans votre quotidien. Donc c'est beaucoup de pragmatisme, ce n'est pas des grands débats théoriques. Il faut le regarder branche par branche, peigner nos trucs, notre nomenclature, et avancer. Mais je serai toujours un défenseur de l'apprentissage, de l'alternance et des qualifications. Eh bien, à propos d'alternance, je vais choisir une femme pour poser une question. Stéphanie. Bonjour Monsieur le Ministre, Stéphanie Posa, donc je suis chef d'entreprise dans la propreté. J'ai une entreprise qui emploie 250 salariés et nous réalisons 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a recours dans notre profession, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité à des CDD de courte durée. Non pas par plaisir, simplement pour assurer une continuité de service à la fois pour nos clients, mais aussi pour que nos clients puissent continuer leur activité. Je pense notamment au médical dans ce cadre-là. Vous parlez d'un dispositif bonus-malus dans le cadre de l'assurance chômage. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif et surtout, allez-vous y intégrer les CDD de remplacement? Alors, question importante, on a en France des souplesses qui existent sur le plan réglementaire avec en effet une multiplicité de contrats. C'est aussi, on a beaucoup travaillé sur l'idée d'un contrat de travail unique qui est un débat qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Ce qui a fait que je n'ai pas retenu cette idée parce que je pense qu'on a des souplesses aujourd'hui qui permettent de fonctionner. Et ce qu'il faut plutôt faire, c'est sécuriser les contraintes liées au CDI. C'est ce que je propose sur les prud'hommes et d'autres sujets. Je crois au bonus-malus, mais ce n'est pas un bonus-malus national, tout secteur confondu. Le système de bonus-malus que je propose, qui existe d'ailleurs dans d'autres pays comme les États-Unis, et qui n'est pas réputé pour être le pays le plus bolchevique du globe. C'est un système qui se définit secteur par secteur. Donc pour un secteur comme le vôtre, il a assez peu de sens, puisque c'est un secteur qui structurellement a recours au contrat court, au contrat de remplacement. Et donc il ne s'agit pas de mettre un malus à un secteur comme le vôtre, bien au contraire, mais il s'agit simplement, dans des secteurs qui définissent une norme, de regarder les entreprises qui surconsomment du CDD ou du contrat court et celles qui plutôt fiabilisent. Et donc typiquement, on est dans la métallurgie. Une entreprise qui fonctionne bien, qui a une politique sociale pertinente, elle va plutôt fidéliser les gens, elle aura moins recours que la moyenne au contrat court. Une entreprise qui n'arrive pas à dégager un vrai compromis social, qui a des comportements qui ne sont pas satisfaisants, elle va multiplier au-dessus de la moyenne de son secteur des CDD. C'est celle-là à laquelle on mettra plutôt un bonus et c'est la première à laquelle on mettra un bonus. Mais ça se regarde secteur par secteur, branche par branche, parce qu'il faut une vraie granularité et il faut prendre en compte la dynamique sectorielle. Donc ça n'a aucun sens de le faire au niveau national. Alors, vous avez évoqué les discriminations. Madame. Bonjour, Monsieur le Ministre. Parce que vous m'avez interpellé tout à l'heure. Oui, voilà. tout à fait.
Question, hein, faut pas m'en faire une litanie. Non, je vais être rapide. Faut être direct, hein, comme Donc, dans les entreprises. Hein. Je suis Catherine Vizocchi, je suis adhérente à l'ONG BPW, Business Professional Women, qui combat l'inégalité salariale professionnelle entre hommes et femmes depuis 1930. Et du fait qu'à ce jour, il existe encore en France un écart de 24% au niveau des salaires et qu'il faut donc pour l'année 2017 que la femme travaille jusqu'au 31 mars pour égaliser le salaire d'un homme, ce que nous appelons la journée Equal Pay Day, quelles sont les mesures concrètes que vous mettriez en place si vous étiez élu pour qu'il n'y ait plus d'écart de salaire pour un même travail entre l'homme et la femme? Alors, sur ce sujet, vous savez que la loi le porte. Donc, je ne vais pas vous dire je vais faire une loi pour porter l'égalité homme-femme comme certaines ou certains proposent, parce que c'est déjà le cas. Alors, vous me direz, ça peut être un engagement tenable de vous dire de répliquer la loi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet écart salarial? C'est essentiellement... Alors, il y a des pratiques de discrimination dans les entreprises. Il y a pour le même emploi, avec le même travail, il y a des entreprises qui ne respectent pas la loi et qui donc payent moins les femmes. Il y a ensuite des discriminations à la promotion dans l'entreprise. Le fait que, et c'est ce qui donne ce chiffre en moyenne, les femmes sont, dans certaines entreprises, moins à égalité que les hommes pour être promues. Et il y a le rapport au temps de travail partiel, puisqu'on le sait, le temps de travail partiel est très largement féminin, et en particulier le temps de travail partiel subi. La clé pour cela, c'est de le mettre au niveau du dialogue social. Et donc moi, ce que j'ai déjà répondu sur ce sujet, c'est que dans les accords d'entreprise et de branche que je promeus, c'est une vraie confiance dans les partenaires que je fais. Je leur dis, vous allez définir la norme mieux que je ne le fais en tant que législateur ou en tant que gouvernement. Mais je veux que l'égalité homme-femme soit un sujet de négociation, parce que c'est au niveau de l'entreprise que vous allez régler ça. Et donc, il faut qu'on parle chaque année du sujet égalité homme-femme, est-ce qu'on a promu X femmes ou Y hommes. Quand on commence à en parler, qu'on met de la transparence, on voit les choses. Quelle est la situation du temps de travail partiel dans l'entreprise? Est-ce qu'il est plutôt féminin ou masculin? Pourquoi il est féminin? Quand on met le projecteur sur le sujet, qu'on le nourrit, qu'on en fait un sujet du vrai dialogue social, il change. Et donc je veux que ce soit un sujet du dialogue social dans l'entreprise et dans la branche. Ensuite, je pense que c'est un sujet qui doit être beaucoup plus éclairé par la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, parce que là aussi, c'est un élément qui doit être objectivé, parce que ça met de la pression sur tout le monde. Enfin, troisième chose, je généraliserai les pratiques de testing sur ce sujet. Et donc, pour moi, ce que le gouvernement doit faire, comme il doit le faire pour les discriminations à l'égard des minorités, c'est d'avoir une vraie politique de testing, c'est de dire on fait des contrôles, si je puis dire, à l'aveugle, pour regarder quelle est la pratique. Et alors, si c'est un non-respect de la loi, c'est-à-dire pour un même emploi, la femme est moins payée, ça, c'est un non-respect de la loi, il y a une sanction. Il y a une sanction. Si ensuite, ce sont des pratiques rampantes, on voit qu'il y a une discrimination à l'embauche, qu'il y a des éléments de non-promotion, à ce moment-là, c'est une dénonciation, comme on le fait pour le testing sur les discriminations. C'est comme ça, à mes yeux, que l'État doit peser, en mettant la pression par l'extérieur, en mettant la pression par la transparence et par le testing. Voilà l'ensemble de la palette de réponses que je propose sur le sujet. J'ai envie de rebondir sur ce sujet. Est-ce que vous ne croyez pas que ça peut être un piège aussi pour ceux qui sont, entre guillemets, discriminés? Je m'explique. Myriam El Khomri a voulu lancer une négociation sur la discrimination à l'embauche. Ce qu'on constate nous, dans les entreprises à taille humaine, hein, les petites entreprises, c'est que lorsqu'il y a un bon salarié, que ce soit un homme ou une femme, on fait tout pour le garder, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son nom, son prénom. Lorsqu'on a un salarié qui ne convient pas, eh bien, je suis désolé de le dire, on aime le voir partir. Demain, si ce salarié ne convient pas, il n'a pas la bonne couleur de peau, ou pas le bon nom ou prénom, eh bien demain à l'embauche, pour éviter justement le fait de se faire, entre guillemets, en cas de testing, accroché, on va dire verbalisé, est-ce que vous ne croyez pas que ça va se refermer contre ceux-là justement qui n'ont pas la bonne couleur de peau, le bon nom ou le bon prénom? Je ne crois pas du tout, au contraire. Parce que vous avez raison de faire le distinguo des salariés. Je ne dis pas qu'on n'aura plus le droit de licencier ou une femme ou un salarié en raison de son prénom, de son origine. Ça c'est du mauvais testing. Par oui, contre, mais si on licencie et qu'il fait un recours au prud'homme en disant non, regardez, je m'appelle ou je... Mais pour moi, là pour le coup, je ne suis pas du tout... Pour moi, le testing n'intervient pas du tout dans cette phase. Pas du tout. C'est-à-dire que ça, c'est de la vie de l'entreprise. Je suis pour une simplification des prud'hommes, un plafond des dommages et intérêts. S'il plaide la discrimination, ça existe aujourd'hui dans la jurisprudence et dans la loi,
il y va. Et d'ailleurs, s'il y a une vraie discrimination, qu'elle est avérée et jugée par le juge, moi, c'est pas du tout du testing, ça c'est de la justice, c'est du juridictionnel. Ce que je dis, c'est à l'embauche. À l'embauche, vous avez aujourd'hui des entreprises, là vous passez sur la discrimination qui n'est plus homme-femme, mais qui est de type ethnique ou sur la base du prénom. On a aujourd'hui ces comportements qui existent à l'embauche. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a des jeunes qui viennent de quartiers difficiles, qui ont des prénoms qui ne sont pas des prénoms à consonance catholique, pour reprendre la formule qu'avait utilisée l'Institut Montaigne dans son enquête. Quand ils sont dans l'entreprise que vous les connaissez, tout va bien. Mais vous avez beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas en embaucher. Moi, je vais vous dire, je me souviens de la réunion que j'ai faite à Bercy après les attentats de novembre 2015, quand justement j'ai considéré qu'il y avait une responsabilité économique générale. Il faut voir ce que j'ai entendu des acteurs économiques. Alors, je le respecte. On a peur. On se dit, mais il faut voir ce qu'il y a dans notre pays. Il y a un vrai problème de discrimination. Il est là. Mais je ne suis pas en train de dire les gens qui viennent de quartiers difficiles ou qui ont certains prénoms n'ont plus une vie normale dans l'entreprise. Je dis juste, on doit leur donner la même chance que les autres pour qu'ils puissent rentrer dans l'entreprise. Et le testing, il se pose là. C'est est-ce que vous avez une entreprise qui systématiquement conduit les CV, le recrutement des gens qui viennent de certains quartiers ou qui ont un certain prénom. Et ça, vous le voyez assez vite. Ça n'est pas acceptable. Par contre, qu'une entreprise, quand elle a un recruté qui vient de ces quartiers, s'il ne fait pas l'affaire, qu'il puisse faire l'objet d'un licenciement comme tout autre, c'est la vie de l'entreprise. Ça, pour moi, ça ne relève pas du testing. Le testing, il s'est vraiment fait sur l'embauche, et c'est là qu'on peut faire du name and shame, c'est là qu'on peut faire des éléments de discrimination pertinents, et qu'on peut avoir une politique qui soit plus construite. Et ça, j'y crois beaucoup, je pense que c'est une responsabilité collective que nous avons. Et après, je pense sur ce sujet que c'est ce que nos amis anglo-saxons appellent le name and shame, c'est-à-dire c'est de rendre public ces listes. Moi, je l'ai fait pour les délais de paiement, je peux vous dire, c'est très efficace. Ça marche très bien. C'est-à-dire que vous dites, voilà, les entreprises qui sont les moins conformes aux bonnes pratiques, ce sont celles-ci. Personne n'a envie d'être dans une liste comme celle-ci. Autre sujet. Voilà. Madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez évoqué tout à l'heure que face à l'exaspération des indépendants, vous vouliez supprimer, voire adosser le RSI au régime général. Donc la CGPME est favorable à la modification de ces appels de cotisation de la façon du régime général. Par contre, est-ce que vous souhaitez garder un régime propre à nous, les indépendants ? Merci. Oui, je l'ai dit pour éviter toute ambiguïté. Je crois que j'ai essayé de le détailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un régime propre aux indépendants qui fait qu'ils sous-cotisent. Et donc, en effet, il doit être environ 45%, donc ils cotisent moins que s'ils étaient au régime général. Et donc, moi, je souhaite qu'il y ait un droit d'option laissé à tout indépendant. Un indépendant qui veut mieux se couvrir doit pouvoir opter pour le régime général. Je le dis parce que beaucoup d'indépendants se sont retrouvés aussi dans des situations où, cherchant une meilleure couverture que celle du RSI, ont dû surcotiser et parfois payer plus que le régime général en allant vers ce qu'on appelle les protections type Madelin ou autres. Donc il faut faire très attention aussi à la complexité du système dans lequel on est. Parce que quand on sous-cotise, on a moins de droits, il ne faut pas se leurrer. Donc on est moins bien protégé. Et donc à un moment donné, quand on a des accidents de la vie, qu'on a été moins bien protégé parce que c'est ce qu'on a préféré, et qu'on cherche une protection supplémentaire, il ne faut pas se retrouver à devoir payer plus que le régime général. Donc premier point, je suis pour vraiment qu'il y ait un système d'options très flexible entre le régime des indépendants et le régime général. Deuxième point, je suis pour maintenir le régime des indépendants avec les souplesses qui existent, et donc avec le moindre cotisation qui est aujourd'hui à l'œuvre. Le seul élément que je propose, qui est pour moi structurant, c'est qu'en termes de qualité de prestation, d'organisation, de système d'information, de rapidité, de modalité de liquidation, les indépendants aient droit au même traitement que toutes celles et ceux qui sont au régime général. J'ajoute là ça pour être parfaitement complet et que vous puissiez finaliser vos tableaux, que les 6 points d'allègement de charges vaudront pour les indépendants en plus des allègements existants, puisqu'ils se font indépendamment du régime fiscal. Et donc aujourd'hui, les indépendants qui ne sont pas éligibles au dispositif IS du CICE toucheront les 6 points de charge que j'ai décidé jusqu'à 2,5 SMIC. Les indépendants qui se payent au SMIC auront les 10 points de charge patronales en moins. Et les indépendants payant le patronal et le salarial, ils bénéficieront en plus des 3,1 points de salarial en moins. Et la gouvernance, donc ? Et la gouvernance, pour moi, se fera par un guichet unique au sein du régime général. Donc il y aura un guichet unique qui maintiendra la qualité, mais c'est vraiment une réforme de back-office.
Et vous savez, la gouvernance, elle maintiendra les intérêts. C'est comme ce que je disais à votre confrère tout à l'heure sur l'assurance chômage universelle. Il y a un référent et après, les partenaires sociaux sont représentés dans la gouvernance. Mais là, le back-office doit être simplifié. Merci, nous arrivons à la conclusion. Monsieur le ministre, merci de ces échanges. Merci à vous, messieurs, dames.